Le Tai Chi Quan, vous connaissez, est l'art du Qi. Disons pour simplifier que ce sont des techniques de bien-être et de santé qui nous viennent de Chine. Mais grâce à notre invité Vladis Stevanovic, maître de Tai Chi et de l'art du Qi, vous découvrirez que c'est plus encore un art de vivre. Vladis Stevanovic, merci d'avoir quitté le sud de la France où vous vivez pour revenir en Belgique, puisque vous y avez vécu il y a combien d'années? Oh, il y a, je sais pas, une dizaine d'années, j'y ai vécu une bonne vingtaine d'années. Oui. Alors on commence toujours cette émission par une espèce de biographie, votre biographie, on appelle ça la ligne de vie, et qui est basée sur des photos assez impersonnelles puisque vous n'avez pas de photos. Alors vous êtes né à Belgrade d'un père serbe et d'une mère belge. Et dès vos 7 ans, vous apprenez le violon, puis plus tard la clarinette, qui fera apparaître des problèmes de souffle, problèmes qu'un premier maître vous aidera à résoudre. Vous n'avez que 16 ans lorsque vous vous engagez dans la résistance. Votre idéal est alors le marxisme. La guerre se termine, vous avez 20 ans. Vous avez vécu les pires atrocités et vos idéaux s'effondrent. Ceci, c'est une ancienne photo du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. C'est là que vous recommencez des études de musique après la guerre et pendant 12 ans, vous serez musicien en France. À 40 ans, nouvelle rencontre avec un deuxième maître avec qui vous perfectionnez le travail sur le Qi, l'énergie vitale, entamé 25 ans plus tôt avec votre premier maître. Et voici votre troisième maître, le maître Kuo-Chi, c'est comme ça qu'on dit? Kuo-Ki, qui vous enseignera, lui, le Tai Chi Quan. Tai Chi Quan et art du Qi que vous enseignez depuis à l'école de la voix intérieure que vous avez créée en 1988 et qui est aujourd'hui présente dans une quinzaine de pays. Voilà d'ailleurs une photo d'un de vos stages de Tai Chi. Votre longue expérience, vous la transmettez aussi dans de nombreux livres comme celui-ci, La voix de l'énergie. Vladi, je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai commencé par lire « J'accuse les scientifiques ». Et je me suis dit, oh là, ça commence assez négativement. Alors il y a un deuxième livre que j'ai sorti de la bibliothèque Stevanovic, et c'était L'explorateur du monde intérieur. Et là, je lis « L'homme est une bourde de la nature, l'humanité est une farce grossière. Ailleurs, vous dites, l'homme civilisé est un être cruel, la vie est souillée par la civilisation, etc., etc. » Et ça, je dois vous avouer que ça m'a fait peur. Je me dis, moi qui veux toujours proposer des invités très constructifs aux téléspectateurs, je me suis peut-être trompée. Et il a fallu que je lise « Médecin devenez guérisseur ». Et la fin de ce livre, et là j'ai compris d'où venait cette révolte contre l'humanité. Alors je sais que vous n'aimez pas revenir sur votre passé, mais moi j'ai compris justement cette révolte par ce passage-là. Alors permettez-moi de dire en 2 mots, donc à 16 ans, vous vous êtes engagé dans la résistance, et ça c'était par idéal, oui. Comment voulez-vous faire autrement? Mais vraiment à 16 ans, c'est quand même inhabituel, non? Vous savez, on vit rapidement pendant la guerre. Les années passent, les années qui passent ne comptent pas en temps, mais en vécu. Vous vous étiez laissé endoctriner par le marxisme? Oui, oui, je n'ai pas honte de le dire, et c'était très facile d'endoctriner un jeune homme sincère qui voulait le bien, qui voulait faire quelque chose de bien. C'était très facile de l'endoctriner. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs. Nous étions nombreux, très nombreux, à y avoir cru et avoir vraiment tout fait, y compris à sacrifier sa vie. Je suis le seul survivant de tous ces groupes de jeunes qui ont fait tant de choses atroces pour le bien de l'humanité. Je suis le seul survivant. Il y a un passage, par exemple, vous parlez, vous êtes terré dans une maison en ruine après les bombardements de Belgrade et vous hurlez vraiment à la mort comme un chien. Et il y a même quelqu'un qui vient croyant que c'était un chien qui hurlait parce que vous veniez de vivre des choses épouvantables. Épouvantables, le viol de votre petit ami, votre grand amour, violé par 20
soldats de l'armée rouge. Et c'était en eux que vous aviez mis votre idéal, ces soldats de l'armée rouge, cette armée. Et ça, il a été très difficile de vous en remettre. Et c'est peut-être, vous avez touché le fond, et c'est justement ce maître qui vous a sorti la tête hors de l'eau, peut-être. C'est ça, c'est ça. C'est grâce à lui que j'ai continué à vivre. C'est grâce à la foi qu'il m'a donnée dans la vie. Non pas dans les hommes, mais dans la vie. Cette foi-là, je ne l'ai pas perdue, je l'ai toujours. Et c'est ça qui m'a permis de continuer à vivre, puis de continuer à lutter encore. C'est ce maître? À 16 ans, je me suis engagé dans une guerre qui pour moi n'est pas terminée. Cette guerre dure toujours. Je lutte. Pas d'autres moyens maintenant. Ce n'est plus de mon âge de me battre. Mais je crois à la vie, je crois. À la nature qu'aujourd'hui, les scientifiques ridiculisent, notamment l'un des grands qui a tout récemment déclaré « La nature, ça n'existe pas. Il est temps de se débarrasser de cette notion désuète, de la remplacer par les termes scientifiques. La nature, ça n'existe pas. » Et un autre grand, qui dit que la vie n'existe pas, que oui, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, un des grands scientifiques, Jacquard, dit textuellement que la vie est un processus chimique et qu'on distingue les vivants des non-vivants par la présence ou l'absence d'un acide, l'ADN, acide désoxyribonucléique. Ça, c'est la science d'aujourd'hui. C'est Albert Jacquard qui dit ça? Oui, madame. J'ai apporté dans les coulisses justement une photocopie pour prouver, pour montrer, parce qu'on ne peut pas le croire, ça. On ne peut pas croire que textuellement il dit, pour la science aujourd'hui, il n'y a pas de mystère de la vie. La vie se réduit à un processus chimique. Point. Lui, il aime l'homme. Il aime l'homme. Ce qu'il fait, c'est par preuve d'amour de l'homme. Oui, je n'en doute pas. Mais la question que je voulais poser à Jacquard était très simple. Est-ce que la recherche scientifique est un processus chimique? Voilà. La vie, je la touche tous les jours. La vie, je l'ai en moi, je la sens, je la vis. Et c'est ça que j'essaie d'enseigner à mes élèves, à ceux qui se donnent la peine de faire l'effort de suivre mon enseignement, parce que ce n'est pas facile. C'est ça que je leur enseigne. Avant tout, prendre conscience de leur propre vie, prendre conscience de cette chose extraordinaire, merveilleuse qu'est la vie. Est-ce que ce n'est pas ce premier maître qui a été le premier à vous C'est lui qui, parler dès de la ça? première séance, dès la première fois qu'il a accepté de me recevoir, de me voir, il m'a montré, il m'a fait toucher la vie. Ça a été un moment inoubliable. Après, vous étiez très jeune, vous aviez 14-15 ans. non, j'avais 15 ans. Donc j'avais des problèmes de souffle, etc. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, néanmoins, cet homme a enfin accepté de me recevoir après 2 mois de siège. Persévérant. Ah oui, j'étais têtu, je le suis toujours. Eh bien... C'était important ce problème de souffle, il faut le dire, puisque absolument. Vous étiez musicien, donc, vous vouliez... Je voulais à tout prix jouer de la clarinette. Or, j'avais des malformations du thorax, cage thoracique, donc la colonne vertébrale, etc. Tout ça réduisait mes capacités de souffle à un minimum insuffisant pour jouer vraiment de cet instrument. Et je voulais absolument, et j'ai, par des biais tout à fait inattendus, découvert cet homme qui, après un très long séjour en Inde, revenait donc en Yougoslavie, et qui a publié un article au sujet des performances respiratoires de yogi. À cette époque-là, en Yougoslavie, le mot était totalement inconnu, même ça ne figurait pas dans un dictionnaire. Rien, on ne savait rien. Donc il n'y avait pas moyen d'avoir le moindre renseignement à ce sujet. Donc je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je vous passe tous les détails. Et cet homme, après m'avoir fait attendre pendant 2 mois, a finalement accepté de me recevoir.
qu'est-ce que tu veux? Et j'avais la gorge serrée, j'étais un gringalet boutonneux, mal formé, avec une clarinette sous le bras, enveloppé dans un journal. Et j'ai dit, je voudrais apprendre les trucs des fakirs. Il a éclaté de rire, et c'était la seule et unique fois que je l'ai vu rire. Il a mis sa main sur mon épaule et il dit, viens. Cette main chaude, cette main bienveillante, je la sens toujours sur mon épaule. Ça a été la rencontre. Il m'a fait rentrer. Il m'a dit, ça fait 2 mois que tu m'assièges. Je sais que tu veux changer le monde, ça se voit dans ta figure, dans ton regard. Mais ce n'est pas pour ça que tu me demandes, ce n'est pas pour ça que tu veux me voir. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est tout de même pas pour me jouer un air de clarinette que tu es venu. Je dis, oui, oui, c'est bien ça. Et je lui ai expliqué mes problèmes. Il m'a fait m'allonger, torse nu. Il m'a tâté, il m'a palpé. Il a appuyé sur des points, il a fait des manipulations, puis il a pris ma tête entre ses mains, il s'était mis derrière moi. Il m'a gardé comme ça pendant très longtemps. Et là, il a fait passer quelque chose en moi qui a d'abord ouvert ma respiration, qui a d'abord déclenché un processus purement physique en moi, et ensuite quelque chose s'est ouvert. J'ai compris quelque chose d'innommable, j'ai compris que, au-delà de ma recherche de la musique, il y avait autre chose. Et c'est ça qui m'a fait sentir la première fois. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai su ce que c'était, sans pouvoir le dire. Et j'ai su, depuis lors, j'ai su ce que je cherchais. Entre parenthèses, il m'a fallu 30 ans pour trouver. Oui, on en parlera, mais ça ne nous encourage pas tellement à vous suivre. Et il faut croire que je n'étais pas doué. Mais donc, grâce à lui, vous allez pouvoir devenir musicien. Pendant 12 ans, vous allez pouvoir... C'est ça. Là, ce n'était plus la clarinette, pourtant, c'était le hautbois. Ah non, c'était la clarinette. Ah oui, c'était le hautbois après, oui, oui. La clarinette pour commencer, puis le hautbois ensuite en professionnel, oui, oui. Mais il vous a fallu du recul quand même pour savoir que ce maître qui avait développé votre cage thoracique et tout, était vraiment un grand maître. Ça, il a fallu du temps peut-être. Il m'a fallu beaucoup de temps parce que mon but, ce n'était pas du tout d'apprendre l'art qu'il voulait m'enseigner. Mon but, c'était de jouer de la clarinette. Et tout ce qu'il ajoutait en plus m'ennuyait d'abord, parce que j'étais trop jeune. Je ne comprenais pas. Il insistait tant sur certaines choses qui me paraissaient absurdes à cette époque-là. Et je les ai quand même mémorisées parce qu'il insistait, parce qu'il répétait tous les jours la même chose. Et finalement, j'ai compris dans mon corps, par mon corps, j'ai compris où il me menait et ce qui faisait l'essentiel de son enseignement. Mais c'est avant que ne se passent ces horribles choses dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même bien lui qui avait dit « Lorsque tu seras dans des situations difficiles, cherche ton centre, rentre dans ton centre, il ne peut rien t'arriver. » Et c'est en prison, vous dites dans un livre, que vous l'avez cherché. C'était beaucoup plus tard. Donc, à cette époque-là, oui. C'était la guerre, et donc je participais. Il faut savoir que j'étais dans la résistance, mais je n'étais pas un soldat, j'étais ce qu'on appelait à cette époque-là un terroriste avec beaucoup de respect, ce qu'aujourd'hui n'est plus du tout le cas. Nous étions la terreur de l'armée allemande, nous étions les terroristes de l'armée allemande. Et donc mon maître savait, sans que je lui ai jamais parlé de quoi que ce soit, savait tout de moi, et notamment il savait que je participais à ces opérations. Et c'est lors d'une opération de ce genre où je devais partir et ne plus revenir, parce que les camarades aînés nous sacrifiaient délibérément dans une opération qui n'avait aucune chance de réussir, mais il fallait essayer quand même.